Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, le mag de l'habitat. On lance la 6e saison. Après 5 saisons, on a eu plus de 1 500 000 auditeurs, donc on est très content de ce succès. Et pour le lancement de cette 6e saison, on a un invité de marque, en la présence de Michel Maffesoli, pour l'émission numéro 214. Michel Maffesoli, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir dans Igloo, le mag de l'habitat. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes né le 14 novembre 1944, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous êtes, alors attention, la liste est longue, membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire, administrateur du CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts. Vous êtes sociologue et philosophe, et vous avez développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire et de la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Le temps des tribus et l'ordre des choses, que vous avez récemment publié en 2022 L'ère des soulèvements, que je vais montrer tout de suite à la caméra. Voilà, page de pub quand même. En 2023, c'était Le temps des peurs, Logique de l'assentiment, et le dernier en date, Le Grand Orient, qui vous a valu quelques inimitiés et controverses, ainsi qu'une publicité relativement importante sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez un franc-parler et une liberté d'expression qui vous est chère. Votre qualité principale est tout de même d'avoir épousé une Alsacienne, et rien que pour cela, vous avez tout notre respect et notre compassion. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler d'habitat sous l'œil avisé du sociologue et philosophe que vous êtes. Donc on attaque tout de suite cette deuxième partie. Je rentre dans le vif du sujet par une question qui a une tendance de fond. Où tout commence à être considéré comme produit, commence à être considéré comme service. Je prends l'exemple de la voiture. Et je souhaitais revenir sur les déclarations de Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, qui a dit « Vous ne posséderez rien et vous serez très heureux ». Alors voici ma question concernant la notion de propriété de son logement. Est-ce que cette notion n'est pas finalement vouée à disparaître totalement ? Moi, j'ai rien à faire avec Monsieur Klaus Schwab. J'ai même plutôt une certaine haine, alors qu'en général, je suis plutôt pour une neutralité axiologique absolue. Il n'en reste pas moins que, voyez-vous, je considère que la propriété a fait son temps. C'est la suite logique ou la cause et l'effet de cet individualisme dont j'ai dit qu'il était la grande marque, en quelque sorte, de la modernité, et que ce qui va être de plus en plus important, et voilà le glissement que je propose, non plus la propriété, mais l'usage. Et l'usage nous renvoie à des attitudes qui étaient pré-modernes. Je ne sais pas, moi, c'était le banc, le banc constitutif de petites propriétés, les petits jardins, une constitution, je dirais, puisque vous avez cité mon livre sur le Grand Orient, une constitution en mosaïque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cohésion, mais chaque pièce garde sa structure, sa configuration, sa couleur, etc. etc. Alors voilà, moi je ne sais pas si ce que je dis est intéressant ou ça signifie quelque chose, mais il me paraît que c'est plutôt les appropriations d'espace qui vont prévaloir de plus en plus que cette espèce d'enfermement dans la propriété, qui était un vrai enfermement, une espèce de forteresse dans laquelle on vivait et on mourait plus rapidement qu'on pensait d'ailleurs. Alors si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, imaginons à grande échelle que l'on ne soit plus que dans l'usage de sa propriété bâtie, de son logement. Ça voudrait dire qu'il faut quand même qu'une personne possède. Et cette personne qui peut posséder, il y a deux façons de faire. C'est où on vient au communisme, c'est-à-dire que c'est l'État qui possède et qui loge les gens, ou de grands fonds de pension ou grands propriétaires fonciers terriens qui sont à une poignée de personnes propriétaires d'eux et qui mettent l'usage au profit de tout un chacun. Est-ce que cette notion, elle ne renvoie pas à ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire une élite qui redevient élite et toute puissante avec une capacité éventuellement de faire la pluie et le beau temps vis-à-vis de tous ces gens-là dont elles sont, elles, les propriétaires de leur logement? De toute façon, moi, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les élites. Chaque société a des élites. Je dis uniquement que celle qui est là n'est plus en phase. Bon, ça, c'est autre Mais est-ce que chose. ce ne serait pas un risque ?
Mais oui, mais il ne faut pas avoir peur du risque, hein. C'est toujours cette belle idée ésotérique, ordo ab chaos. C'est toujours quand il y a du chaos qu'il va y avoir un ordre. Moi, c'est mon hypothèse dans les périodes intermédiaires, hein. En quelque sorte, ça grouille, ça fourmille. Et puis ça. Non, mais ce n'est pas ça. Le vrai problème qui est important, ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire que, comment dire, va rester la propriété, mais qui est minée de l'intérieur. Regardez comment, par exemple, la multiplicité de couples ou de gens pacsés, etc., qui achètent ensemble un bien, un logement, et puis, vous savez qu'on reste un Français sur deux divorce au bout de, je ne sais pas, 3, 4 ans. 7 ans Enfin, et je 3 sais mois. plus exactement le chiffre exact. Mais ça signifie que, justement, il va falloir se débatouiller par rapport à ce bien que l'on a acheté. Donc, il y a des... Vous voyez ce que je dirais, moi? Il y a des propriétés successives. Mm. C'est plus la propriété in aeternum, hein, qui était constitutive du modèle bourgeois et du modèle moderne. Si vous avez bien compris, ce que j'appelle moderne, c'est bourgeois, qui est bourricot, hein, donc de ce point de vue. Mais au contraire, quelque chose qui va mettre l'accent sur des éléments successifs. Voilà, donc c'est beaucoup plus délicat à gérer. Mais on rentre là, encore une fois, dans un moment qui va être un moment, de mon point de vue, enthousiasmant, où on ne va pas être possédé par ce que l'on croit posséder, parce que c'était ça, hein, Baudrillard avait bien analysé ce processus-là, mais au contraire, où on va jouer avec ce que l'on possède, les appartements. Oui. Et donc varier, les variations. Les variations. Varier. Dans la première partie, on a commencé à parler un peu d'aménagement du territoire, et j'aimerais vous entendre, parce que j'ai découvert dans cette émission, vous voyez que je n'ai pas trop bien préparé finalement, que vous aviez un petit passé d'urbaniste de quelques mois ou quelques années, il faudra le préciser, mais en tout cas, ça vous est resté. Et j'aimerais vous entendre sur l'opposition vie rurale, vie urbaine, qui a été... Alors, pendant le Covid, alors déjà avant, c'était un sujet, pendant le Covid, un gros sujet, et c'est un sujet qui est en train de plus en plus d'émerger. Quel est votre point de vue sur cette dualité? Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de se rappeler que notre culture est née d'une relation étroite avec la nature. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors tout d'abord, puisque vous m'invitez, je vous embête un peu quand même. Faites bien, c'est fait pour. Bon, il est des mots que je n'aime pas, vous l'avez compris, dualité en est un. Ou plus exactement, la dualité est ce qui a bien marqué la modernité. Hein. La dichotomie, la culture, la nature, le corps, l'esprit, etc. etc. Hein. Mon maître Gilbert Durand appelait cela le principe de coupure. C'est la grande idée hegelienne de la séparation. C'est la grande idée de la Spaltung, hein, de la coupure de chez Freud, etc. Donc moi, je considère que ça a été, en effet, c'était une belle idée pour penser la modernité. Ce n'est plus le cas actuellement. La dichotomisation n'existe plus. Et par contre, il va y avoir, à bien des égards, une conjonction. Alors, par rapport à votre question essentielle, je dirais qu'il va y avoir une multiplicité de villages au sein des villes. Voilà mon hypothèse fondamentale. Hein. C'est ça, le partage d'un goût. Oui. Et donc, une série... Alors, c'est le mot comme ça qui revient. C'est intéressant, ce mot. Le quartier. Hein, avec toute la connotation empathique qu'il y a dans l'idée même de quartier, avec les connivences, les partages, les solidarités. Vous voyez, des éléments de cet ordre. Alors, le terme que nous utilisions à l'époque, je ne sais plus maintenant ce qu'il en est, c'est rurbanité. Hein. Et cette rurbanité, c'était justement dépasser la dichotomie vie rurale, vie urbaine, mais de se rendre compte que, en effet, moi, dans cette métaphore que j'ai proposée, les jungles de pierre, hein, qui sont les grandes mégapoles, qu'on le veuille ou non, eh bien, il va y avoir de plus en plus de ces rurbanités. Vous voyez, encore une fois, qui est une autre manière moins chic de dire le quartier, dans le sens simple du terme, avec, je dis bien, cette espèce de connotation très forte qu'il y a dans le quartier. Moi, j'ai vécu dans un petit village de Cévenol, et dans ce petit village de rien du tout, il y avait des quartiers, si vous voulez, où s'exprimaient les solidarités, les bagarres et tutti quanti, hein, des éléments de cet ordre. Moi, c'est un peu cette hypothèse-là qui va être, donc non plus cette opposition, hein, vie rurale, vie urbaine, mais au contraire, une autre manière, en quelque sorte. On n'a pas de ce mot en français. Moi, j'ai proposé de prendre ici une belgitude. L'entièreté. L'entièreté, qui est ce qui vient de la mystique rhénane, Ganzheit, etc. Et pour moi, c'est cette entièreté qui est en jeu actuellement. Voilà. Mais si je pousse la logique de quartier à l'extrême, est-ce qu'on risque pas après de recouper en petits morceaux ce lien social qui fait ce que sont les villes, c'est-à-dire recréer des mini-ghettos avec des gens... Alors j'utilise le mot exprès pour vous embêter. Oui, non. Avec des conjonctions de pensée, des conjonctions religieuses, c'est-à-dire qu'après des gens qui s'enferment un peu dans leur quartier, comme on peut le retrouver à New York par exemple, hein, avec des quartiers qui sont très fermés et qui parfois s'opposent les uns aux autres. Est-ce que c'est pas le risque finalement? Le risque ne me dérange pas.
D'accord. D'abord. Il y a du risque, oui, bien sûr. On vit dans un moment qui est encore une fois tragique. Le tragique, c'est que vous savez, par opposition au drame, au dramène, il y a une solution. Le tragique, il n'y a pas de Il solution. n'y a pas de solution. Voilà, Dragos, c'est quelque chose qui est ainsi. Pour moi, la postmodernité est tragique, alors que la modernité était dramatique. La dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Et voilà le mot que je vais vous proposer à la réflexion, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui vient de fort loin, qui vient du cardinal Nicolas de Cuse, Coincidentia oppositorum. Et mon maître Gilbert Durand a repris cette idée en parlant d'une logique contradictorielle. Voilà, c'est un peu difficile à dire, mais la logique contradictorielle, c'est le fait que le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Et pour moi, il va y avoir un contradictoriel dans l'habitat. Alors bien sûr, pourquoi pas dire ghetto, moi ça ne me gêne pas, j'ai pas peur des mots, des fétiches, j'ai aucun fétichisme en la matière, mais en gros, c'est quelque chose qui vient avec l'accent, c'est un terme que nous n'avons pas en français, qui est proposé par l'école de Palo Alto en Californie, la proxémie. Oui. La proxémie, ce qui est important, c'est le proche. Vous voyez, c'est à partir de là, cette idée de proxémie, que se constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure, cette mosaïque, que se constitue le contradictoriel. Mais on peut penser que puisse exister justement une manière d'être ensemble, puisque c'est ça votre propos. C'est ça. Une manière Le d'être vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble, j'aime pas ce mot, mais enfin, être ensemble, je préfère le Zusammensein, être ensemble et pas le vivre ensemble, qui me déplaît à plus d'un titre. Mais disons que dans cet être ensemble, on peut penser que il ne va pas reposer sur le dépassement de l'attention, mais sur le maintien de l'attention. J'ai visité ce matin encore la cathédrale de Strasbourg et regardez comment la voûte de la cathédrale repose sur la tension des pierres les unes sur les autres. Vous voyez, c'est pas un dépassement de l'attention. Ça, ce serait la dialectique. L'attention, vous l'écrivez en 2 mots. L'attention, oui, puis tension, la tension. En un mot. Tendu, en un mot, pardon. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose sur la durée à partir de l'opposé, si je puis dire. Oui. C'est ça l'idée de coïncidence, disons-le en français, des opposés. Dites-le en latin, je traduirai. Voilà, coincidentia oppositorum, moi c'est une belle idée qui me plaît beaucoup, c'était la mystique rhénane. Voilà, et donc c'est ce que j'appelle actuellement l'idéal communautaire en gestation. On n'est plus dans l'idéal démocratique qui a marqué la modernité. L'abstentionnisme en est une forme paroxystique, bien évidemment. Mais j'ai proposé dans, je ne sais plus lequel de mes livres, j'écris tôt, c'est évident, mais enfin disons que dans un de mes livres, j'ai proposé cette idée d'idéal communautaire en gestation. Je dis bien idéal communautaire en gestation. Et cet idéal communautaire, ben voilà, on va tant bien que mal, il va falloir s'ajuster. La communauté, c'est pour le meilleur et pour le pire. Les tribus, c'est ça. C'est une autre manière de dire les tribus. Mais après tout, on peut penser qu'il puisse y avoir des villes. Moi, quand je vois là où j'habite, à Paris, ben, il y a des quartiers, il y a des territoires, il y a des tensions, il y a des ghettos. N'ayons pas peur du mot, pourquoi pas, employons ce terme-là. Mais il est possible, si vous voulez, que au-delà de ce qui a été la grande marque de la modernité, l'uniformisation. Auguste Comte, qui est cette espèce de fou génial, qui est mon compatriote de Montpellier, disait « reductio ad unum ». Pour définir la société, on réduit à l'un. Là, non, là, il va y avoir de l'altérité. Il y a de l'altérité, vous avez compris, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Mais en même temps, c'est ainsi, il va falloir se dépatouiller avec ça. Voilà. Alors, on va conclure cette deuxième partie avec se dépatouiller avec ça. Et puis, on va donner rendez-vous tout de suite aux auditeurs pour la troisième et dernière partie de cette interview. À tout de suite.